Ici Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre focus cette semaine va porter sur la séance du 27 janvier. On va débuter l'émission avec la période de questions. On va vous parler entre autres de l'aéroport de Saint-Jean, d'un arrêt d'autobus non sécuritaire dans le secteur Saint-Athanas et de la troisième mouture du plan de conservation. Suivront les interventions du conseiller Luc Auboisvert et du maire Éric Latour. Place donc à ces faits saillants de la séance du 27 janvier dernier. On y va avec le tout premier, M. Raymond Boucher, qui veut nous parler de l'aéroport. M. Boucher, vous avez 5 minutes. Ça inclut le préambule, la question et l'échange sur ma réponse. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers, bonne année 2026. Merci. Bonne santé à tout le monde. Merci. Et pour le mieux, je vais être bref. Écoutez, et puis vraiment une bonne année 2026 à tout le monde. Alors, à l'Assemblée de décembre, j'ai reçu les réponses aux questions que j'avais posées, je crois, au mois de juillet, et finalement, qui étaient restées là, donc sur les plaintes adressées à la Ville par la population, les citoyens, les plaintes relatives au bruit à l'aéroport. Donc, les chiffres qu'on m'a donnés, c'est 2022, il y avait 561 plaintes, 2023, 820, 1280 en 2024. Donc, on voit une croissance quand même qui est assez directe avec le nombre de mouvements. Alors, est-ce que vous avez les chiffres? Ma première question, très courte, ça va être quand vous allez avoir les chiffres de 2025 et même dans la même foulée, nous, ces chiffres-là, j'aimerais juste, il nous semble, nous, de notre point de vue, assez plus bas qu'à ce que nous attendions, parce que nos membres en auraient fait quand même un certain nombre. Donc, est-ce qu'il y a eu des plaintes ou des gens qui faisaient des plaintes de façon répétitive qui ont été soustraites des montants? Donc, j'aimerais des nombres qui sont là. J'aimerais juste avoir cette information-là. Donc, ça, c'est le premier bloc, la question des plaintes. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y a eu une étude? Il y avait une étude, le conseil avait nommé Stantec pour faire une étude du monitoring du bruit, et ce qui a été fait. Donc, cette étude-là, a-t-elle été faite, oui ou non? À quelle période elle a été faite? Et où étaient posés les sonomètres? Donc, vous n'aurez peut-être pas cette information-là. Tout de suite, les derniers éléments qui étaient en rapport avec les questions, les réponses que vous m'avez données, c'était les posés décollés sur les revenus de 315 000 que vous m'avez donnés comme revenus qui seraient tirés de l'activité de posés décollés. La réponse m'indiquait des montants de 26 000 mouvements qui étaient facturables sur 66 000. Donc, 26 000 13 000 posés décollés, 13 000 atterrissages. Alors, il y a 40, donc ça correspond à 40 des mouvements. Ceux qui ne sont pas facturables, ils ne sont pas facturables pour quelle raison? Okay. Il y a des exemptions qui ont été faites, par exemple, aux cadets, probablement, puis on n'est pas nécessairement en désaccord avec ça, là, OK? Mais s'il y a des exemptions pour les cadets, bien, on aimerait peut-être aussi que les cadets... les 2 premières années des ententes avec les cadets, il n'y avait pas d'entraînement ou de vol les journées fériées, les samedis et dimanches, et le vendredi à partir d'une certaine heure, le vendredi. Ce serait apprécié parce que là, à l'été, ils n'ont pas respecté ça. Écoutez, moi, je n'ai pas les réponses extrêmement précises à ces 3 questions-là, à moins qu'un membre du Conseil ou la direction générale l'ait non plus. Bien, ouais. Est une des 3 ou je sais pas? Ce que je peux vous confirmer, c'est que les réponses qui vous ont été données, donc le nombre de plaintes, c'est le nombre de plaintes réelles. Donc, il n'y a pas eu de filtrage là-dedans. OK. Total. Exact. OK. Mais bref, mais oui, on va vous revenir pour des réponses extrêmement précises, parce que vous avez 3 questions extrêmement précises. Puis, tu sais, sachez, d'ailleurs, tu sais, nous, on a un peu commencé, tu sais, on en a parlé en campagne électorale, donc... Vous connaissez nos ambitions par rapport à l'aéroport et le souhait de n'avoir qu'une seule école privée. On est toujours dans cette direction-là. Le comité de travail sur l'aéroport va se mettre en branle dans les prochains jours, prochaines semaines.
Je pense que vous avez demandé à me rencontrer. Il y a les pilotes qui veulent nous rencontrer. Donc, c'est un sujet, évidemment, qui va redémarrer, mais on vous revient avec la précision sur ces 3 questions-là. Très bien. Madame, Merci Monsieur, beaucoup. Merci. Prochain intervenant, oui, Monsieur le DG. Peut-être, M. Boucher, une réponse complémentaire. En ce qui a trait à la facturation, il y a plusieurs mouvements, effectivement, qui sont effectués par les écoles de pilotage. Il faut savoir que les mouvements pour les écoles de pilotage sont encadrés dans les protocoles d'entente avec eux, donc non facturables. Donc, peut-être que ce que vous pouvez lire, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements avec les écoles de pilotage. C'est vrai, mais ça, on ne peut pas les facturer. Deuxième intervenant, M. Luis Hernandez, concernant un arrêt d'autobus non sécuritaire. M. Hernandez, donc, je vous invite au micro pour venir poser votre question. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à vous. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, là. C'est à propos d'un arrêt d'autobus que je retrouve à Iberville, dans mon secteur, qui est sur la rue Conrad-Gosselin, l'arrêt d'autobus Conrad-Gosselin, devant le Rona à Iberville, qui est à l'entrée et à la sortie de l'autoroute 35. Je voudrais parler de l'arrêt d'autobus. Personnellement, moi, je le trouve non sécuritaire à l'année, puis je voulais vous le mettre, vous le présenter pourquoi je ne le trouvais pas sécuritaire. Présentement, on le sait, c'est l'hiver. Il y a beaucoup de neige qui est tombée dans les rues de Saint-Jean récemment. Puis, présentement, il y a une grande quantité de neige qui s'est mise sur le bord du côté de la route. Et là, puis présentement, l'arrêt d'autobus, c'est comme un arrêt qui n'est pas sur un trottoir. Il est directement comme dans le gazon. Puis à côté, c'est la route, puis c'est une zone de 70 km. Il est sur le côté du Rona? Non, non. Et l'autre côté? Sur le bord, Ouais. c'est l'arrêt le plus Sur dangereux Meunier? de Saint-Jean, de loin. Ouais, là, c'est c'est épouvantable. Et l'autre Ah, côté, ouais. sur le bord, c'est dans la sortie d'autoroute. Mais il est sur l'emprise du MTQ, du MTMD? Ben oui, en quelque sorte, là, il est à la limite MTMD ville. Là, c'est sûr qu'on a le Gosselin, côté de la voirie provinciale. Okay. Pouvez-vous les nous gens expliquer en quoi, justement, il est dangereux, cet arrêt-là? Il est dangereux parce que présentement, avec la neige, les personnes doivent attendre un petit peu dans la rue où que les personnes peuvent rouler à 70 km, puis ils sont vraiment serrés dans une zone d'accès, là. Comme tu sens les véhicules qui passent à côté. Puis, C'est pas déneigé non plus. non, c'est mal déneigé. Puis, c'est vraiment pas sécuritaire. Des fois, je passe le soir, puis j'observe une mère de famille avec 2 jeunes enfants. J'ai toujours un petit doute de est-ce qu'il va arriver quelque chose. Je trouve pas ça sécuritaire pour eux. Puis j'ai remarqué, peut-être à peu près à 500 mètres un peu plus loin, la ville, dans les dernières années, ont fait comme un aménagement. Ils ont installé un trottoir proche du salon funéraire. Puis je ne sais pas s'il y aurait la possibilité de déplacer l'arrêt d'autobus là pour que ça soit un peu plus sécuritaire pour les usagers. Eh bien, d'abord, merci de nous sensibiliser. M. Meunier, avez-vous un complément de réponse? Il y avait déjà eu des requêtes à ce sujet-là. Il y avait eu des réponses comme quoi c'était impossible de le mettre ailleurs que là, que quand on allait revoir l'urbanisation de l'autre côté, qu'il allait y avoir possiblement des aménagements. Mais là, pour le moment, on est dans l'intersection du MTMD. Donc, oui. Mais Okay. on va rouvrir ce dossier-là, clairement. C'est dangereux. Puis avec la neige en ce moment, je l'ai remarqué aussi. C'est juste ça pour moi. Merci d'avoir Bien, pris le on temps va aussi, si effectivement il y a un lien avec le ministère des Transports, on va ajouter à la conversation la députée, Mme Bogmans. Ouais. On est aussi, nous, en relation avec la direction du ministère des Transports sur une base quand même assez régulière dans différents dossiers. Donc, on va l'ajouter à la liste et tenter de vous revenir éventuellement avec une réponse. Mais je comprends donc que c'est une place qui est dangereuse. Prochain intervenant, M. Maxime Tremblay, qui veut nous parler du plan de conservation. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année 2026. Merci. Le plan de conservation, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé parce qu'on dirait qu'il y a eu l'administration précédente a comme laissé flotter ça un peu, là. On nous a promis une version 3 du plan de conservation au printemps 2023. Là, on approche le printemps 2026. Donc,
je me demande le sérieux de la démarche parce que, dans le fond, le service de l'urbanisme a rencontré les principaux intervenants en environnement. J'ai assisté à ces réunions-là. On a eu plusieurs réunions pour élaborer, je pourrais dire, une mouture pour la troisième version. Et puis là, on dirait que ça a été tabletté, là, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, la ville continue à faire de l'étalement urbain. Il y a des endroits où est-ce qu'on aurait pu conserver certains endroits, comme le bois des Colibris, où est-ce qu'on met une école. Il y a le terrain de la Hard Battery, où est-ce que ça aurait été une belle opportunité aussi de avoir un îlot de fraîcheur en plein centre-ville. Et puis, le non moindre projet de la 219, où est-ce que je qualifie ça d'un gâchis environnemental. Je ne sais pas si vous êtes passé sur la route 219 dernièrement, à voir les montagnes de pierres qui sont dans les champs et tout ça. C'est un endroit où est-ce qu'il y avait une espèce menacée, le goglu des prés. Donc, on a laissé aller ça. Donc, mais au moins, Monsieur le maire, il y a un point positif, les golfs. Ça, je veux saluer, je pense, votre décision. Je pense que vous voulez faire un bout de chemin pour, j'imagine, éventuellement faire de la conservation dans ce secteur-là. Donc, moi, ma question est en deux volets. Allez-y. Moi, je trouve qu'on n'a pas de cible à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 10 prochaines années. Si on se projette dans 2035, 2036, est-ce qu'on veut avoir plus de superficie protégée ou on veut en avoir moins? Moi, je préconise, avec les changements climatiques, qu'il faudrait s'atteler pour essayer d'en avoir plus de superficie, là. Parce qu'au Québec, la norme nationale, là, c'est 17 %. Ça inclut aussi les milieux humides, c'est-à-dire les milieux naturels, les milieux terrestres et aussi les rivières, etc., les milieux aquatiques. Okay. Vous aviez un deuxième volet à votre question, parce que donc, je vois le temps qui file. Allez-y. J'ai encore du temps, là. Oui, mais le 5 minutes inclut la réponse du maire en principe. Donc, je vous invite à... Non, mais ça ne sera pas long. Ce que je demande à la Ville, c'est de se projeter dans le futur. Et ma question, c'est est-ce que c'est possible de viser le 20 % de milieux naturels, incluant la rivière Richelieu, qui est un 3 %, mettons 17 % plus la rivière Richelieu. Et puis de deux, de protéger ces milieux-là à perpétuité. Bon, je vais répondre à vos deux questions. Premièrement, est-ce que ça serait bien d'avoir des cibles dans un horizon 2035? Oui. Est-ce que le plan de conservation version numéro 3, effectivement, est-ce que c'est un peu long pour y arriver? Je suis assez d'accord avec vous aussi. Par contre, il faut savoir quand même, puis je ne veux pas faire de la sémantique, mais vous n'êtes pas sans savoir que 73 % du territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est agricole. Donc, les cibles que vous abordez, actuellement, on parle souvent d'un couvert d'environ 7 % Je ne pense pas qu'on va passer de 7 à 20 en claquant des doigts. Est-ce qu'il serait souhaitable d'en avoir davantage? À voir. En même temps, vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a quelques endroits à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y aurait peut-être, oui, un avantage éventuellement à en faire des lieux de conservation, mais des terrains qui actuellement appartiennent à des privés. Donc, ça veut dire des négociations pour en arriver à en faire l'acquisition. Puis vous avez salué la décision sur le golfe des légendes. Bien, c'est un peu ce que je dis. Actuellement, c'est un golfe. Le propriétaire a quelques choix devant lui. Ou bien il vend, s'il est tanné de l'opérer, bien, il peut le vendre à quelqu'un d'autre qui va l'opérer en golfe. S'il est doublement tanné, il peut le fermer puis laisser ça comme ça. Puis s'il est vraiment tanné, bien, il peut ouvrir une négociation avec la ville pour le vendre à la valeur du zonage actuel. Mais vous, si vous avez un terrain puis vous ne voulez pas me le vendre, je ne peux pas vous forcer. Puis faire de l'expropriation, c'est compliqué puis ça coûte extrêmement cher.
Mais je suis d'accord avec la philosophie de se fixer des cibles, mais je pense que la cible de 20 à laquelle vous faites référence est malheureusement pas réaliste dans un territoire comme le nôtre. Donc, je remercie beaucoup M. Tremblay et on Je vous voulais invite vous à rappeler revenir à aussi- d'autres séances pour poursuivre la discussion. Juste un PS. En 10 secondes. Les citoyens payent une taxe spéciale pour le plan de conservation. Tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un certain, je pourrais dire une redevance de l'administration municipale pour bien gérer ce dossier-là. Ouais. Merci beaucoup, M. Tremblay. M. Vien, qui veut nous parler d'une statue grandeur nature à l'effigie de M. Claude Raymond. Il mériterait tellement. Ça fait 5 ans, parce que j'ai acheté son bouquin. Oui, J'en ai et très acheté bien 5. d'ailleurs. Oui. J'en ai acheté 5, en fait. Puis il m'a dédicacé tel nom, tel nom. Ouais. Puis, quand il m'a signé ça au stade de Richard Lafontaine, quand il fait ses tournois en juillet, Oui. à dos, oh, Honnêtement, c'est une excellente idée. Je vais même faire un bout de chemin sur ce que vous dites parce que durant la campagne électorale, j'ai un ancien collègue à moi avec qui j'ai fait de la radio à Montréal qui a habité longtemps l'Estrie, puis il revient dans la région, bref, puis il me dit « Ah, Eric, il dit, on devrait, oui, en lien avec Claude Raymond, mais même de façon plus élargie que ça, il y a des villes au Québec qui font des panthéons, qui font des murs de l'excellence, qui honorent leur personnalité du monde du sport, des arts, de la culture, etc., etc. Oui. Notamment à Sorel, pour ne pas la nommer. Je serais très curieux d'aller voir ce qu'ils ont fait là-bas. Oui. Tu sais, des fois, j'ai rien contre les photos qui sont sur les murs ici à l'arrière, mais tu sais, je me dis, ou au musée, ou ailleurs dans la ville, ou bon... tu sais, moi, je me dis qu'il y aurait probablement moyen d'entamer un projet. Je sais qu'il y a des gens dans la communauté qui auraient de l'intérêt, peut-être pour former un comité de sélection, voir comment ça pourrait fonctionner, mais je pense qu'on aurait... Tu sais, vous savez, dans la campagne, on a parlé de fierté. La fierté, c'est aussi de reconnaître les grands que nous avons eus dans l'histoire de cette ville. Et oui, Claude Raymond en fait partie. Puis j'ajoute à l'anecdote que samedi, alors qu'il faisait moins 1000 dehors et que je faisais du ménage dans mon sous-sol, au grand plaisir de ma conjointe, je reçois un appel de Claude Raymond. Parce que Claude et moi, on se connaît depuis 50 ans. Il habitait sur ma rue quand j'étais jeune. Et là, il me dit « Ah, salut, monsieur le maire, bonne année, comment ça va? » Puis on parlait de choses et d'autres. Puis Claude m'a abordé le sujet de cette suggestion-là. Et là, il ne parlait pas de lui, là, il parlait des autres. On connaît son humilité. Mais oui, je retiens l'idée. Puis je pense qu'honnêtement, comme communauté, vous savez, c'est pas le projet le plus urgent en ville parce qu'on le sait qu'on a toutes sortes d'affaires à régler dans cette ça, ville-là. je savais pertinemment bien. Il y a des choses Mais oui, plus urgentes. et je me dis, si Par on... contre, il faudrait reconnaître, Fondation Claude Raymond, ça fait 25 ans. Je suis convaincu que leur président, M. Beauregard, serait enclin à embarquer dans Stéphane. un projet comme ça. Tout à fait. Puis je me dis que si on a une statue à l'effigie de Félix Gabriel Marchand, je pense que comme région, on pourrait bien avoir une statue à l'effigie de Claude Raymond. Il a 88 ans, il est en forme 87. bientôt 8, là, je ne veux pas le vieillir, mais c'est un monsieur que j'aime bien, qui est drôlement en forme. Puis, Total. Oui, tout à fait. Si c'est question de finances, j'ai pensé que plan B, Oui. Serge Chavard, je connais pertinemment bien M. Raymond, à la gang que nous, on est 100 000. Oui. Mettons 10 000 contribuent, 2 piastres, 5 piastres. Je ne sais pas comment ça va, une statue. Je ne suis pas expert dans le domaine. Mais si ça va à Serge Savard, en tout cas, je lance Monsieur l'idée. Vien, merci beaucoup pour votre suggestion. Merci. C'est gentil. Je vais commencer en souhaitant bonne année à tous mes citoyens. Évidemment, la santé, c'est la base de tout, mais j'aimerais rajouter peut-être un tout petit quelque chose là, de sucré-salé au-delà de la santé. Des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité autour de nous. Ça ne va pas nécessairement toujours bien. Donc, je souhaite aussi des petits moments de gratitude qui viennent nous remplir au quotidien. Dans le district 12, surtout au nord de l'île Sainte-Thérèse, je vous en avais parlé et je vous avais dit qu'on avait fait des efforts de communication auprès d'Hydro-Québec. On a eu notre lot de panne de courant et c'est une des premières demandes que j'avais faites lorsque je suis rentré en poste. Donc, même s'il manque encore des parties d'analyse que je ne peux pas aller dans les détails, on a quand même obtenu un retour de leur part. Et un retour positif
Donc, je suis très heureux de pouvoir venir vous le dire que c'est positif. Et donc, il y a des analyses qui ont été faites pour apporter des correctifs sur différentes parties de la ligne. Et il y a une analyse qui est aussi en cours actuellement pour voir s'il pourrait se raccorder au poste de Richelieu. Néanmoins, les correctifs qui ont été mentionnés devraient déjà venir alléger le système sur l'île et donc diminuer le nombre de pannes de courant. Donc, c'est très positif pour nous tous. Au niveau du déneigement, on a eu notre lot de requêtes, notre lot de plaintes. Je veux réitérer encore une fois qu'on vous écoute, les citoyens, lorsque vous nous écrivez. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. Je vous garantis que derrière les portes closes, c'est un sujet qui se discute amplement. Un avant-dernier point, je vais vous parler de Parents Secours de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Présentement, il y a 80 familles refuges et pour assurer un réseau fiable, ils aimeraient ça aller rejoindre à peu près 200 familles refuges. Donc, il en manque à peu près 120. C'est quand même assez simple. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, je vais vous lire textuellement, c'est beaucoup plus simple que d'inventer ce qu'ils font. Parents Secours est une association de citoyens bénévoles qui secourt les jeunes en difficulté dans les rues de leur ville avec l'aide de leurs services de police et de leur municipalité. Un foyer refuge, Parents Secours ouvre sa porte, fournit de l'aide temporaire à l'enfant, téléphone aux parents ou aux policiers et aide à la sécurité de son quartier, mais son rôle n'est pas de donner à manger, ni à boire, d'administrer les premiers soins, ni de véhiculer l'enfant. Donc, on se rappelle tous un peu là, le collant qu'on mettait dans nos fenêtres et qu'on voyait quand on était jeune. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, allez sur le site web pour plus d'informations. Et évidemment, là, si jamais vous êtes choisi, il y a une analyse rigoureuse qui est faite derrière. Je vais terminer en nous souhaitant probablement une belle deuxième partie du carnaval hiberneige le week-end prochain, parce qu'on sait que pour les amateurs de curling, autant que ça nous a brisé le cœur que la classe soit brisée, on aimerait ça avoir un bon tournoi samedi et dimanche prochain. Vous alliez dire quelque chose, vous? Non, pas du tout. Okay. Avez-vous terminé? Non. Oui, j'ai terminé. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Non, je m'en allais. D'ailleurs, je l'ai fait privément, mais je le dis publiquement. Vous féliciter parce que votre intervention sur Hydro-Québec, alors qu'on ne contrôle pas Hydro-Québec comme ville, ce n'est pas notre juridiction, mais voilà un bel exemple. Vous avez posé une question, ça a provoqué une question, puis ensuite une réponse pour le bénéfice de vos citoyens. Donc, merci encore une fois. Donc, quelques points de mon côté. D'abord, plusieurs d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont fait allusion au déneigement. J'ai l'impression que le déneigement est malheureusement très, très, très inégal d'un quartier à l'autre. Exemple, Mme Poisson et moi habitons un quartier depuis 30 ans où ça va bien, un quartier qui est déneigé notamment par nos propres cols bleus. Mais il y a d'autres quartiers où malheureusement c'est plus difficile, parfois oui, avec certains sous-traitants. Je pense que les rues ou les quartiers visés ont déjà été nommés. Ce que j'aimerais dire aux citoyens, parce que parfois, il y en a qui m'écrivent sur mon Messenger personnel, mais sur l'abondance de messages, des fois, je ne peux pas répondre aussi rapidement. Donc, j'invite les citoyens qui constatent des enjeux de déneigement, comme hier soir, un ami m'a appelé, parce que ça n'avait pas de sens, de dire l'heure, constater l'adresse, bref. Il faut documenter. Relayez cette information-là à vos 12 conseillers et conseillères qui, à leur tour, vont pouvoir faire monter ça dans la machine. Puis nous, à l'autre bout, quand on constate qu'il y a un secteur qui est plus difficile qu'un autre, on est capable d'en faire le suivi. Donc, vous pouvez toujours aussi aller sur espacecitoyen.sjsr.ca. Bon, parlant d'itinérance, on a fait état, évidemment, des grands froids. Donc, il y a eu quand même des interventions qui ont été faites par nos organismes porteurs dans la région. À noter que depuis le 19 janvier, il y a une nouvelle ressource à temps plein à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont le titre est conseillère cohabitation sociale et vie communautaire, qui vient s'ajouter à l'équipe de fonctionnaires dont certains travaillent quasi à temps plein sur le projet de l'itinérance. Donc ça, c'est une excellente nouvelle au niveau de la coordination de cet enjeu. Et c'est un poste d'ailleurs qui est financé par le Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires. Donc c'est un poste, bien sûr, qui est complémentaire. Et vous savez que notre prochaine action vise à relocaliser le centre de jour et on approche et on a des solutions tangibles. Du côté de l'agriculture, on a eu une rencontre avec les officiers de l'UPA du Richelieu dans les derniers jours. J'étais accompagné de Jérémy Meunier, qui lui-même est agriculteur, mais surtout sur le comité des finances. On a eu des discussions quand même qui étaient franches et transparentes. D'ailleurs, vous savez, je suis également préfet de la MRC du Richelieu. C'est un sujet que j'ai amené aussi à la MRC, puis après discussion avec les gens de l'UPA. Il
faut savoir que souvent que les agriculteurs, ils ont des bouts de terrain à Saint-Jean, mais il y en a aussi dans d'autres municipalités. Les réglementations ne sont pas toujours pareilles. Il y a une volonté de la part de l'UPA qu'on puisse créer un comité agricole, mais davantage à l'intérieur de la MRC que de la ville. Mais reste à voir, je dois en parler évidemment avec mes collègues de la MRC pour avoir une vision plus régionale. Au niveau du plan d'urbanisme, voilà une excellente nouvelle. Le plan, évidemment, est en marche. On nous a assuré qu'on va pouvoir, à l'automne 2026, adopter enfin un nouveau plan d'urbanisme alors que le précédent remonte à 2007. Et j'ai cru comprendre que c'est une volonté unanime du Conseil. Donc, voilà une bonne nouvelle qui va nous permettre d'avancer dans notre vision d'avenir pour l'aménagement du territoire dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Petit mot également concernant l'Union des municipalités du Québec. Vous savez, le soir même de mon élection, je disais, ben oui, Saint-Jean a déjà un siège au caucus des grandes villes. C'est une excellente nouvelle. Mais j'ai aussi dit au président Guillaume Tremblay, qui est le maire de Mascouche, on souhaite de m'impliquer davantage. Je pense que la ville de Saint-Jean doit davantage s'impliquer et j'ai levé la main pour participer à des comités ou des commissions qui portent sur l'itinérance, le développement économique et la gestion des MRC. Taxe de bienvenue, vous savez, il y a eu un petit article dans le Journal de Montréal à cet effet. C'est un sujet qui a été effleuré durant la campagne électorale. Vous savez que la loi a changé, pourrait permettre certaines modulations de paiement. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder, mais surtout vérifier les impacts financiers. Donc, voilà un des sujets qui sera bien sûr abordé au prochain comité finances en vue du budget 2027. Et puis, dernier mot, Mme Charbonneau y a fait allusion, bon, vous l'avez dit, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a perdu l'une de ses employées qui s'appelait Marie-Josée Delan, qui était un peu qui était l'accueil et le comptoir de bienvenue du service des loisirs, bibliothèque et développement social. C'est une dame qui travaille à la ville depuis près de 20 ans. Vous savez, le service des loisirs, c'est une petite équipe de 25-30 employés. Donc, imaginez un matin que vous arrivez, puis votre collègue de tous les jours qui vous fait un beau sourire n'est plus là. C'est un décès soudain. Je suis allé rencontrer les employés. La direction générale aussi nous a accompagnés. Donc, je l'ai dit aux employés, mais je le dis aussi aux autres employés et aux citoyens qui nous écoutent, parce qu'en même temps, je crois qu'elle était très, très appréciée, même des citoyens eux-mêmes qui allaient à ce comptoir-là. Elle était le visage du service des loisirs, donc c'était une perte extrêmement lourde pour le département en question. Et donc, on réitère à nouveau nos condoléances pour famille, amis, collègues, évidemment, dans le cas de Mme Delan. C'est ce qui conclut cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde, je vous dis à la prochaine.